cette conférence de presse. L'objet de cette conférence de presse est évidemment d'informer sur les résultats des sessions du bureau exécutif et du Conseil national du parti qui vont se tenir, et dont le président du Conseil national va vous parler. Après quoi, moi je reprendrai le micro pour évoquer des questions de l'heure et évidemment répondre aux éventuelles questions que vous avez. Je vous remercie. Merci déjà pour avoir répondu à notre appel pour ces quelques moments d'entretien par rapport à une activité du parti, d'une instance du parti, en l'occurrence le Conseil national, dont les travaux ont eu lieu les 8 et 9 de ce mois, du mois courant. Avant de venir à l'ordre du jour de ces travaux, j'aimerais juste revenir sur un aspect, à savoir que depuis quelques années, comme vous pouvez le constater avec nous, à travers les élections qui ont eu lieu, les élections générales, les élections présidentielles, nous avons tous constaté qu'au niveau de l'UFP, il y a des contre-performances. Ceci a amené la direction du parti à ouvrir un débat large au niveau de l'ensemble des militants, mais aussi des différentes institutions du parti, pour essayer de savoir les raisons qui expliqueraient ces contre-performances. Évidemment, il y a des raisons endogènes, c'est-à-dire des raisons qui sont liées au fonctionnement du parti et de ses instances, mais il y a aussi des raisons extérieures, internes, exogènes. Ceci étant, les débats qui ont eu lieu au sein du parti ont abouti à la mise en place d'un audit. Un audit a été demandé pour essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de nos institutions et jusqu'au niveau, en tout cas, du fonctionnement de ces institutions-là. Donc cet audit a été mené par des cadres du parti pendant plusieurs mois. Et à l'issue de leurs travaux, le bureau exécutif, comme d'habitude, a eu à se pencher sur les conclusions, n'est-ce pas, de cet audit-là. Et le Conseil national, à son tour, a convoqué une session extraordinaire pour la restitution des travaux du dit audit. Donc cet audit a permis effectivement, à travers des débats pendant les 2 jours, de valider à l'unanimité l'ensemble des recommandations qui ont été faites par le bureau exécutif, mais aussi à travers les résultats de l'audit. Ce qui a été essentiellement des propositions, des recommandations dans le sens d'un rajeunissement et d'une restructuration des instances du parti. Ça nous a permis, effectivement, de nous mettre dans la logique de préparer le prochain congrès du parti qui aura lieu, Inch'Allah, en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. À l'issue donc des travaux des commissions, le Conseil national a aussi demandé à mettre en place 2 résolutions phares. La première résolution a trait à la situation en Palestine. Comme vous savez, nous sommes dans une période d'une forte crise dans cette partie du Moyen-Orient. Et la deuxième résolution a trait à une crise
que nous vivons ici en Mauritanie, dont les populations en souffrent extrêmement, c'est la crise de l'eau. Vous savez que au niveau de Nouakchott, singulièrement, mais dans d'autres villes en Mauritanie, la question de l'eau est devenue une question récurrente pratiquement depuis quelques années, où en période de grande chaleur, les populations ont de la peine à pouvoir trouver le précieux liquide. Voilà d'une manière très succincte les éléments qui ont fait l'objet de la session extraordinaire qui a eu lieu le mois passé, le début de ce mois. Je vous remercie. Mesure, et en particulier l'agissement des instances dirigeantes du parti. Il a également proposé d'organiser une implantation du parti, un renouvellement des adhésions du parti, et cela dans la perspective du congrès qui doit se tenir courant 2025 Inch'Allah. Alors, ça va être عن قضايا الساعة. Par rapport à la question du discours du Premier ministre, nous remarquons que c'est une longue liste de bonnes intentions. Reste à savoir ce qu'elles seront appliquées. Mais en tout cas, cette liste, beaucoup des points de cette liste recoupent la liste recoupe ce qui est dans le pacte républicain. Et par conséquent, bon, on peut espérer que ça conserve, disons, la mise en œuvre de ce pacte. Mais malheureusement, on a constaté que le Premier ministre n'a pas mentionné le nom du pacte. Or, le pacte, c'est un engagement officiel du pouvoir. Il a été signé par le pouvoir. Il n'a pas été signé par l'INSAF, en partie, non, il a été signé par le gouvernement. Et donc, c'est un engagement. D'autant plus qu'à la veille des élections passées, comme on était en train de discuter de la manière de mettre en œuvre le pacte, les représentants du gouvernement et de l'INSAF nous ont dit, nous, en tant que majorité consolidée, c'est pour ça qu'ils se sont exprimés, nous demandons la suspension de toute discussion sur la mise en œuvre du pacte jusqu'après les élections. Nous sommes donc au moment opportun, c'est-à-dire après les élections. Ce n'est pas du tout, nous n'acceptons pas qu'à ce moment-là encore, ils nous disent on va se défiler et puis non, on s'occupe d'autre chose, et d'un autre dialogue. D'autant plus que le pacte comporte les revendications essentielles du peuple mauritanien, de l'opposition, et il y a un engagement officiel déjà pris, et nous n'acceptons pas qu'on remette le compteur à zéro, qu'on recommence encore un dialogue sur tous les points, et finalement de faire des discussions, des dialogues qui sont des dialogues qui sont sans objet, sans crédibilité. Donc pour nous, le dialogue qui a eu lieu au ministère de l'Intérieur et qui a abouti à un accord politique sur les élections, le pacte républicain, l'accord sur le pacte républicain qui a été aussi signé par le pouvoir, sont des acquis qui doivent être la base de tout nouveau dialogue. Évidemment, ils peuvent être complétés, ils peuvent être enrichis par des propositions d'autres acteurs qui vont participer à ce dialogue. Mais nous n'acceptons pas de revenir à la case départ, et cela veut dire, si ça se passe comme ça, que la discussion avec le pouvoir n'a aucune crédibilité, parce que à chaque engagement qu'il prend, il le remet en cause après, ce qui veut dire que ces engagements sont des engagements qui en aura en obéir. On n'a jamais donné.
la deuxième question dans les mesures contre la hausse des prix. Bien sûr que nous saluons toutes mesures visant à atténuer la pression de la hausse des prix sur les populations. Reste que la mise en œuvre n'est pas encore effective. Il y a des zones où cela a commencé, il y a des zones, de très larges zones où ça n'a pas eu, ça n'a eu pour le moment aucun impact tangible. C'est pourquoi nous sommes très dubitatifs. S'il n'y a pas de mesures très fermes, ça va connaître le même sort que la même expérience il y a 1 an ou 2 ans. Parce qu'il y a 1 an ou 2 ans, le gouvernement a pris des mesures, a fixé des prix, exactement la même chose, mais ça n'a pas eu de suite. Finalement, ça a échoué. Donc on craint que ça connaisse le même sort si le gouvernement ne prend pas des mesures très très fortes. هذا بالنسبة للغرمان. Mais en réalité, cela aurait dû être le sujet de l'heure depuis bien avant. Et surtout, depuis que les Nations Unies ont sonné l'alarme, lorsque le représentant du secrétaire général, évoquant le rapport du bureau de lutte contre le trafic illicite de la drogue et le crime organisé, a alerté sur des développements extrêmement dangereux dans notre région, et notamment la transformation des pays du Sahel en zone, en lieu principal de trafic de drogue dans le futur. Et lorsqu'il a demandé au gouvernement et à la communauté internationale, il a ajouté la communauté internationale, de prendre des mesures urgentes pour démanteler les réseaux de drogue. Ça, c'est en avril, le 19 avril passé. Comment notre gouvernement a réagi? Je ne parle pas des autres gouvernements, mais notre gouvernement, comment il a réagi à cet appel? C'est bien entendu. Comment il a pris en considération cette menace? Et pourtant, les manifestations de cette menace chez nous étaient nombreuses. On peut en citer le grand nombre de prises de contrebande de dialogue, plutôt de drogue, qui a traversé nos frontières par des airs, en mer, en terre. Vous vous rappelez du bateau? Il a saisi d'une tonne et quelques de cocaïne. Tout récemment, à Gargaraz, les Marocains aussi ont saisi de la drogue. Quantité énorme de drogue qui vient de la Mauritanie. On a constaté que la prolifération de la drogue partout dans notre pays. Ce n'est plus des capitales, Nouakchott ou Nouadhibou, qui sont des lieux du trafic, de la vente de la drogue et de la toxicomanie, même les régions intérieures, même les mondes ruraux. Et vous êtes au courant des saisies qui ont été faites à nos frontières partout, au sud comme à l'est. Mais le plus grave aussi, c'est que la prolifération de la drogue dans les quartiers populaires a engendré l'explosion de la criminalité enfantine et juvénile. Les meurtres sont quotidiens maintenant. Ça, c'est une manifestation de cette invasion de la drogue. Donc pourquoi le gouvernement n'a pas pris en considération ça? Pourquoi il ne l'avait pas? On n'en fait pas une priorité. D'autant plus qu'on sait que les réseaux de la drogue, lorsqu'ils veulent s'emparer d'un pays, ils ne font pas comme les terroristes.
Ils ne sont pas visibles là-bas, on peut les combattre, non. Eux, ils font une invasion silencieuse. Et ils s'emparent de l'État de façon silencieuse. Comment? Par la corruption, par le chantage, par la loi du silence, ce qu'on appelle l'omerta. Et ici, ils ciblent ceux qui sont censés les combattre, c'est-à-dire les services de sécurité. C'est la première victime de réseau de la drogue. Les services de l'appareil judiciaire, les grands officiers, les leaders politiques, les hauts responsables de l'État. C'est comme ça qu'ils s'emparent d'un pays. Et une fois qu'ils s'emparent d'un pays, l'État est paralysé depuis le combat. Et cet État-là, qui devait normalement protéger les populations, devient un protecteur du crime organisé. Il ne laisse plus, il constitue une couverture du crime organisé. Voilà, la sécurité nationale. C'est une question de sécurité publique et qui nécessite véritablement une mobilisation générale et une unité nationale. En ce début de l'année scolaire, nous sommes particulièrement préoccupés par la situation dans nos écoles, qui sont devenues une cible du commerce de la drogue. Nous demandons et nous exigeons du gouvernement de prendre des mesures rapides et efficaces pour protéger nos écoles, pour protéger nos enfants, mais également pour protéger nos enfants de la rue, dans des quartiers populaires, qui sont ciblés par des réseaux. Nous demandons aussi à ce que tous les cas, pour éviter l'omerta, pour éviter la manipulation, que tous les dossiers de la drogue soient l'objet de clarification, c'est-à-dire soient l'objet d'une transparence complète, qui permette à ce que les populations et les observateurs suivent le déroulement des affaires, le déroulement de la gestion de l'affaire jusqu'au résultat. Parce qu'actuellement, beaucoup de dossiers ont commencé, ils ont évidemment provoqué une stupéfaction dans l'opinion nationale, mais ensuite, ils ont été enterrés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le problème du bateau, là, on ne sait pas comment ça se termine. Le problème de l'hôtel, là, on ne sait pas comment ça se termine. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc il faut que ces affaires-là, le parquet, l'État, communiquent toujours pour que leurs résultats soient connus et leur gestion soit connue. Et que donc on brise la loi de l'omerta, qui est la loi du crime organisé. Qui ne veut pas que les informations soient accessibles à tout le monde. Nous recommandons aussi que les lanceurs d'alerte, c'est pour ça qu'on fait peur, les lanceurs d'alerte que le président de la République et que le Premier ministre a appelé de ses voeux, eh bien qu'ils soient protégés et soutenus, et non pas qu'ils soient envoyés en prison, comme ça a été le cas pour Mohamed Qadr. Il amène une information à la police et à la justice de vérifier jusqu'à quel degré elle est fondée. Mais ce n'est pas une raison pour les envoyer en prison. Parce que les envoyer en prison, c'est un signal qui peut dire, pour décourager toute information et pour encourager l'omerta. Si quelqu'un est au courant de quelque chose, il doit se taire. Donc nous devons quitter l'omerta. Et nous devons permettre à ce que les lanceurs d'alerte jouent leur rôle. Parce qu'il faut que le peuple participe à la lutte contre la drogue. Nous proposons aussi que dans ce cadre, de tenter une expérience, il faut l'étudier, bien sûr, il faut l'étudier,
loi, éventuellement, une loi pour les repentis, pour encourager les repentis. Des gens qui se sont engagés dans les organisations communautaires. Ça a donné son efficacité dans certains pays, et qui ont connu ce phénomène, particulièrement aux États-Unis, en Italie et dans d'autres. Il faut aussi prévoir ça. Parce que beaucoup de nos jeunes se sont engagés dans les réseaux de la drogue sans comprendre les risques qu'ils prennent pour eux-mêmes, qu'ils se condamnent eux-mêmes, parce qu'ils se mettent une corde autour du cou et ils n'ont plus d'avenir sauf la mort. Soit une mort résultant d'un assassinat commis par leurs propres compagnons ou commis par leurs concurrents, ou la prison à vie. Donc, ils n'ont pas d'avenir. Ça, ils ne le réalisaient pas. Ils ne voyaient que l'argent. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre eux peuvent se rendre. Le deuxième point, en tant que journaliste mauritanien, j'ai décidé de m'investir dans le domaine des droits de l'homme. On parle du racisme en Mauritanie, de l'esclavage en Mauritanie, un pays d'apartheid. Je connais la Mauritanie et je connais les Mauritaniens. Étant journaliste, je n'ai vu que de ça. Je connais tous les dossiers mauritaniens. Tous les dossiers mauritaniens. La politique, la sécurité publique, les droits de l'homme, l'information, la presse audiovisuelle, rien ne m'échappe en Mauritanie. J'ai été surpris, j'ai dit, par ce parti que j'ai toujours suivi de loin. Je connais ce parti depuis le temps de Maouïd. Je le suivais des débuts jusqu'à là où je suis. J'ai tous les dossiers de ce parti. Ce que je dis, je vis en parti Union des forces de progrès, IFP, Unité, démocratie, justice sociale. C'est un parti qui reflète la diversité culturelle de la Mauritanie. Ça, c'est une Mauritanie. C'est une Mauritanie qui est là. Mais ma question que je veux poser à Monsieur le Président, c'est qu'il a évoqué les deux points. Je vais traiter en tant que journaliste, et vous verrez mon compte rendu, à travers télévision presse, c'est mon organe de presse. Là où je vous parle, je suis en position de journaliste, conseiller du directeur général de la télévision de Mauritanie depuis 4 ans. En même temps, je suis journaliste reporter, j'ai des interventions dans les journaux télévisés. Mais ça n'a rien à voir avec la télévision de Mauritanie. C'est mon organe de presse, je suis journaliste mauritanien, j'exerce. La question que je pose à Monsieur le Président, j'ai toujours suivi vos interventions. Et je ne vous cite pas ma référence dans l'une de vos interventions, et vous avez parlé des droits de l'homme en Mauritanie, du passif humanitaire. Mon pays, c'est la Mauritanie, c'est notre pays. C'est que je reçois en tant que journaliste, un pays raciste. Mauritanie raciste, État raciste, gouvernement esclavagiste. On va partir jusqu'à dire Mauritanie apartheid. À partir là où je suis, je m'en vais. Je quitterai la Mauritanie. Mais pas pour être un réfugié, pas pour résider à l'étranger. Je poursuis mon chemin en tant que journaliste mauritanien pour les droits de l'homme en Mauritanie. Le passif humanitaire. La question que je pose à Monsieur le Président, on est arrivé à un stade où maintenant, on se demande, un blogueur mauritanien Bilani, Vil Kharij, j'ai suivi l'une de ses interventions. Tchapato, qu'est-ce qu'il dit? Je posais la même question devant des officiers au commissariat central de la police judiciaire. J'ai été victime d'une agression par une fille. Je suis venu porter plainte. J'ai dit aux officiers, je veux savoir d'abord si je suis dans la Mauritanie que je connaissais, la Mauritanie que je connais, ou il y a une autre Mauritanie. Donc, ça, ouais, je vais traiter ça en tant que journaliste. La question que je pose, je parlais en arabe, maintenant en français. Monsieur le Président, à travers votre parti, les dossiers des droits de l'homme en Mauritanie, racisme, esclavage, apartheid, le dossier du passif humanitaire en Mauritanie, est-il un dossier clos ou un dossier ouvert? Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, pour répondre à la question de M. Ndiaye, je dis que la réponse figure dans les points qui ont fait l'objet de l'accord avec le gouvernement sur le pacte public. Le deuxième point de cet accord comporte la nécessité
d'un mécanisme pour régler définitivement toutes les questions du droit de l'homme en suspens. Et évidemment, ça fait référence au Pacifique humanitaire. La troisième question, c'est concernant les langues nationales. Il est dit qu'il faut donner consistance à l'officialisation de la langue arabe, mais qu'il faut en même temps aussi engager les langues Pulaar, Soninké et Wolof dans la perspective de leur officialisation. Le quatrième, c'est qu'il faut absolument combattre toutes les manifestations de discrimination, toutes les manifestations de pratiques esclavagistes et de discrimination à l'égard des couches défavorisées. Le quatrième point, c'est la même chose, combattre toutes les manifestations de racisme, etc. Donc, ces 4 points au moins, même le 5e point, tout cela était consacré à la question des droits de l'homme et au règlement des questions qui sont relatives aux droits de l'homme, au pacifique humanitaire, à la discrimination raciale et ethnique, aux langues, etc. Donc, je vous 5 ans de dialogue avec le pouvoir. Nous avons consacré 5 ans de dialogue avec le pouvoir pour obtenir des engagements de sa part par rapport à la question des droits de l'homme. Et ça figure donc dans ce qu'on appelle le pacte républicain. Dans ce pacte républicain, il est dit, parmi les mesures, parmi les réformes qui doivent traduire ce pacte républicain, il y a la première mesure concernant l'urgence d'un dialogue pour réviser le système électoral. Le deuxième engagement, parce qu'il était question d'une urgence en perspective des élections présidentielles. Il fallait organiser un dialogue d'urgence sur le système électoral suite à ce qui s'est passé dans les élections de 2023. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que vous connaissez les gens qui n'ont pas accepté que ce dialogue ait lieu. La deuxième, évidemment, le sort du peuple malien et du peuple italien sont liés. Et nous sommes très préoccupés. Nous sommes très tristes de la situation qui prévaut au Mali. Et qui, d'une lutte contre les réseaux djihadistes, et puis ensuite d'un conflit, d'une rébellion ethnique, et en train de se transformer en un chaos de guerre civile qui engendre des drames quotidiens, des massacres quotidiens, et dont d'ailleurs même les Italiens ont souffert dans la zone frontière. Donc nous sommes très préoccupés de ce qui se passe au Mali et nous souhaitons, le peuple mauritanien souhaite que les partis en conflit au Mali arrivent à se mettre autour d'une table, à trouver un accord pour établir la paix. Parce que la solution militaire n'est pas une solution. L'intervention étrangère est une catastrophe, quelle qu'elle soit de l'Occident ou d'autres régions, d'autres intervenants, parce que la gestion des processus échappe au pays lui-même. Et donc, notre souhait, en tout cas, et je crois que c'est dans cette direction que s'engage toute la Mauritanie officielle et populaire, c'est d'aider le peuple malien à retrouver sa paix. Et c'est ça notre et à retrouver son entente nationale. En ce qui concerne la coalition que nous avons organisée lors des élections avec Maître Ajaï, RFD, FRUD, etc., et d'autres organisations, elle se maintient. Nous avons même décidé de la continuer maintenant pour manifester sur le plan de la scène politique par rapport aux questions de l'heure actuellement. Et
donc de continuer ensemble. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, que le système actuel a mis dans les tiroirs vos efforts pour les négociations et les accords que vous avez obtenus dans le cadre de ce partenariat. Donc, et vous continuez toujours à solliciter un engagement et une nouvelle structure pour un nouveau dialogue. Je pense qu'il se dégage depuis quelque temps que toute la population mauritanienne, tous les citoyens mauritaniens, ils sont éveillés. Les gens sont de plus en plus éveillés. Et je pense que toutes les activités politiques se maintiennent par la force de l'éveil de l'opinion nationale des citoyens mauritaniens. Et ça, nous nous réjouissons beaucoup. Seulement, n'est-il pas nécessaire pour construire une opposition démocratique sincère pour l'intérêt général, pour qu'elle puisse continuer à montrer et démasquer les failles et les problèmes pour que tous, majorité et opposition, puissent amorcer les solutions nécessaires aux problèmes de la nation. Donc, nous pensons et nous posons cette question que toutes les forces politiques qui sont dans votre camp, qui sont dans l'opposition, qui ne sont pas dans la majorité, elles doivent s'unir. Elles doivent s'unir pour constituer un bloc national pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays, pour affronter un débat sérieux, un débat pour la bonne gouvernance, un débat contre la gabegie, un débat contre toutes les formes de discrimination, un débat contre les injustices, un débat pour la vie des citoyens mauritaniens. Je vous remercie. Donc, pour ça, nous avons considéré qu'il y a des problèmes nationaux qui concernent tout le monde, majorité et opposition, au-dessus de tout le monde, et sur lesquels nous devons nous entendre. Par exemple, la question des droits de l'homme, la question de l'unité nationale, la question de la menace de la drogue, d'une menace extérieure comme le trafic de drogue. Des questions comme ça sont des questions qui ne doivent pas être des questions de divergence entre les Mauritaniens, entre opposants et dirigeants. Et c'est pourquoi un dialogue est nécessaire par rapport à ces questions d'intérêt national. Pour le reste, ça reste un domaine de divergence. Moi j'ai mon point de vue, j'ai mon programme, toi tu as ton point de vue, tu as ton programme. On se bagarre, on se bagarre politiquement, on compétit politiquement, etc. Donc le dialogue a pour objectif. Le dialogue a pour objectif de s'entendre sur des questions d'intérêt supérieur aux nations. Et de faire en sorte que la compétition entre les forces politiques reste dans un cadre qui ne met pas en péril l'intérêt national. Voilà pourquoi le dialogue est nécessaire. Sinon, on va rester toujours dans un cercle vicieux où on ne règle jamais le problème des élections, on ne règle jamais le problème des droits de l'homme, le problème de l'unité nationale, et ça c'est très dangereux. Surtout lorsqu'il y a des acteurs extérieurs qui sont prêts à exploiter les contradictions intérieures du pays. Et donc, nous sommes pour l'unité de l'opposition, absolument. Sur quelque chose de clair et de net, on a toujours demandé l'unité de l'opposition. Mais sachez une chose, c'est que l'opposition n'a pas vocation à être unie, c'est plusieurs partis. Chacun a son programme, a son approche, a sa stratégie, etc. Mais il doit quand même s'unir sur des questions qui sont dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt de l'opposition, dans l'intérêt du pays. Ça, il doit s'unir là-dessus. Pour le reste, chacun a son choix, a son option, et il faut les lui permettre. Voilà, merci pour votre question. Média Sénali. La question que je me liri postement par rapport à Cheikh Khalado Dionio. Kada hala dossier. Est-ce que mon élément dit qu'est-ce qui c'est-à-dire par rapport au dossier est-ce qu'on élément dit qu'est-ce là par Très bien, très bonne question. Parce que je te suis me lire merci beaucoup. Afami kam ay afami. Hanko ka do mi ko comme bebi no une information pour dire des réactions. Ko jida hanko ko élément dit qu'est-ce qui que c'est pour Kemi, des preuves à l'appui. Le dossier est béton. Mais, au dossier,
J'ai des éléments nouveaux. Qu'est-ce qu'il a eu posé une question président? Au paniqué. Il n'a pas répondu à ma question. Au diabète, au paniqué. Il n'a pas paniqué. Non. Non, regarde. Non, regarde. Il n'a pas répondu. Avec combien de mots? C'est le cas d'un journaliste qui n'a pas de question. Il n'a pas répondu. Parce que c'est une question fermée, on a une question ouverte. Une question fermée, la réponse est oui ou non. Oui ou non. Une question en bimomi, le dossier du pass humanitaire est-il fermé? Oui ou non? Oui ou oui, le débat est clos. Oui ou non, le débat est clos. Mais quand pour se protéger, on est journaliste. Pour couvrir Horemako, pacte Mabé Ari. Et pour min pacte Omi, Halata Yandam, Fadoha Django wala Bao Django Mami Halata Yandam. Je vois une question, effectivement, pour répondre à ta question, j'ai des éléments nouveaux. Des éléments nouveaux sur le passé humanitaire. Il élément du dossier costaud. Quand on va payer dossier mon, on en voit bébé. Quand on va payer dossier mon, on en dit bébé. Quand on va payer dossier mon, j'ai trouvé des éléments nouveaux. Et ces éléments nouveaux, en tant que journaliste, je protège mes informations, je protège mes sources. Je suis avec les victimes. Je suis avec les victimes. Je te dis sincèrement, en tant que journaliste, ma piste hankio là. Piste hankio, on a dit qu'on doit handler. Piste hankio, on a dit bruit. Et bruit, on me dit qu'il faut me donner hark. Mais il y a qu'un d'eau, il y a d'eau, mais tant qu'il y a d'eau, mais halé d'eau, halé mais yala, mais yala. Mais what you have to know, mais that's what you après mi yawta kono mi oppani hanki mi haali hande mi haali ko kalno mi hanki ko werlade une information pour voir les réactions. Hande j'ai des éléments nouveaux sur le pass humanitaire. C'est un dossier costaud, solide. Ne laissez pas tomber. Merci. Merci beaucoup.